Bonjour à toutes et à tous. Nous nous trouvons maintenant autour de nous des livres à la médiathèque d'Apt et c'est l'occasion d'ailleurs de les remercier de nous accueillir dans ce lieu absolument essentiel dans la ville d'Apt. Remercier la médiathèque et remercier également la mairie d'Apt qui nous accueille ainsi. C'est vrai que je pourrais enlever le masque, vous m'entendrez mieux. Et donc nous poursuivons une démarche que nous avons inaugurée hier dans le cadre de cette saison Africa 2020 qui se termine avec cet événement comme ça de 3 jours avec des films et des conférences. Et nous poursuivons donc une discussion que nous avons entamée hier tous les deux, Tahar Chiraoui et moi-même, sur nos démarches vis-à-vis des cinémas d'Afrique. Nous qui sommes impliqués dans ce festival aussi bien comme conseiller à la programmation que comme animateur d'un certain nombre de débats, de tables rondes, etc. et du rapport bien sûr avec les réalisateurs présents. Cette discussion porte sur nos démarches, on va dire cinéphiles, c'est-à-dire pourquoi notre intérêt pour les cinémas d'Afrique, pourquoi s'intéresser aujourd'hui au cinéma d'Afrique en particulier, et donc nous amène à des définitions quelque part de qu'est-ce que c'est que la critique, qu'est-ce que c'est que les cinémas, qu'est-ce que c'est les cinémas d'Afrique, de quelle Afrique parle-t-on, etc. Autant de questions qui viennent en transversal comme ça et qui viennent animer nos discussions. Hier, c'était plutôt Tahar qui me posait des questions. Aujourd'hui, on fait l'inverse. C'est donc moi qui pose des questions à Tahar. Et vais l'inviter donc à nous parler un petit peu de son parcours avant d'aborder peut-être plus directement les cinémas d'Afrique en soi. Et pour introduire peut-être la chose, puisqu'on est dans la question de la critique, soyons d'accord de quoi nous parlons. Et moi j'aime bien partir de l'étymologie des mots, c'est-à-dire que la critique vient du grec, du mot krisis. Et krisis veut dire la crise. Il y a un autre mot qui est krima, qui veut dire le verdict. Donc on en parlait hier. Dire j'aime ou j'aime pas un film, c'est un peu un verdict. C'est bon, c'est mauvais. C'est krima. Mais la critique, c'est autre chose, puisque ce n'est pas le même mot. On est donc dans la crise. Alors de quelle crise s'agit-il, bien sûr ? Et la question qui va se poser dans l'approche critique des films, c'est de savoir justement de quelle crise on parle. C'est-à-dire le cinéma qui est à la fois du collectif et du réel, du travail sur le réel, ne fonctionne que s'il y a à la fois une proximité et une distance. S'il y a un écart et s'il y a ce qu'on appelle quelquefois l'identification, elle n'est pas nécessaire, mais qui est au moins, en tout cas, tu parlais d'émotion hier, par exemple, et c'est quand un film nous prend par les tripes, et qu'est-ce qui se passe ? Et pour qu'il nous prenne par les tripes, il faut aussi qu'il y ait un écart qui soit posé par le réalisateur dans sa manière de tourner. Donc, cette question de la crise, je trouve qu'elle se pose dans notre travail critique, mais elle se pose aussi au niveau personnel.
c'est-à-dire de quelle crise parle-t-on, nous-mêmes, en tant que critiques, puisque forcément, on s'adresse à des créations qui sont, dans le cinéma d'auteur, des expressions des auteurs, et donc de leur propre crise. Et que s'il y a crise, c'est qu'il y a déstabilisation, et que l'intérêt du cinéma, c'est justement, comme on le disait aussi hier, l'art qui ne dérange pas, c'est pas de l'art, hein, comme disait Klee, c'est-à-dire il y a déstabilisation du spectateur, sinon on ne fait que reproduire la confiture habituelle. Et donc, je te poserais volontiers la question, qu'est-ce qui, dans ton parcours, te mène à la crise ? Écoute, à cette étymologie grecque, qui est complexe, mais que je trouve effectivement intéressante et au centre de laquelle se pose la question effectivement de la crise, j'ajouterai volontiers, et presque je dirais naturellement, l'étymologie du mot arabe, naqd, qui signifie autre chose, que je trouve un peu plus approprié à ce que je crois être la critique, à ce que je pense être la critique. Le mot naqd, c'est-à-dire la critique, c'est un mot qui signifiait au départ, pour un oiseau, de picorer, de choisir le bon grain du mauvais, de l'ivraie. C'est ça le sens, c'est-à-dire sélectionner le bon, ce qu'il faut comme grain par rapport à ce qu'il faut. Et je trouve cette étymologie que je ne connaissais pas au moment où j'ai commencé à pratiquer l'exercice de la critique, mais que j'ai découvert après, en réfléchissant, évidemment. Je la trouve tout à fait proche de ce que j'ai envie de faire. Et de ce que j'ai presque toujours fait. C'est-à-dire choisir. Alors, avant de te laisser continuer, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que la signification de crisis est proche de ça. C'est-à-dire, tu parlais hier de la distinction, c'est exactement la signification du mot grec aussi. Oui, c'est ça. Donc on a l'oiseau qui picore, on a tout à fait aussi cette idée-là. Oui, mais il n'y a pas l'idée de crise dans le sens mais qui est intéressante. Oui, la crise étant une convulsion voilà, aussi. Sur lequel je reviendrai, et qui me paraît effectivement tout à fait intéressante et complémentaire appartenant à deux cultures, évidemment, puisque ça va être souvent question, de ça. Oui. De cette double appartenance, quoi. À une culture, on va dire, africaine en général, arabo-musulmane en particulier, et la culture francophone, quoi, et en particulier occidentale en général. Je dirais tout à l'heure pourquoi en particulier française et occidentale en général. Donc voilà, moi je me suis rendu compte effectivement que voilà, dans ma pratique à moi, j'ai plus été de ce côté-là, du côté de choisir ce qui me plaît, ce qui me nourrit, ce que je pense être intéressant, que ce qui l'est moins. Ce qui a facilité ce choix, il faut le dire aussi, c'est que je ne suis pas journaliste. Voilà, parce que sinon ta rédaction pourrait te dire couvrez les sorties. Voilà, là ça aurait été différent, ça aurait été contrarié. Mon désir aurait été contrarié, j'aurais été plus... voilà. Donc je ne suis pas obligé de parler de tous les films. Et ceux qui ne m'intéressent pas personnellement, je n'en parle pas ou peu. Ou dans un autre contexte qui n'est pas forcément celui de la critique, parce qu'on peut écrire aussi d'une autre manière que quand on fait de la critique. On fait de l'histoire, par exemple, quand on cite des films, etc. Alors, après la question de la crise, on va y arriver, mais je pense, et de la distinction et de l'émotion, puisque c'est de cela qu'il a été question hier, je pense que pour moi, la question de l'émotion, elle est centrale. Elle est fondamentale, elle est première dans tous les sens du terme. D'abord dans le sens où quand je vois un film, il me touche, quoi. Et il me touche et je ressens quelque chose, quoi. Et ça, c'est pas... Et
après je parle du film ou j'écris sur le film, je ne le fais pas contre mon émotion. Je ne le fais pas aux dépens de mon émotion ou en dehors de mon émotion. Je le fais à partir de mon émotion. Même si mon émotion ne va pas forcément dans le sens de ce que je dirais quand je parlerai du film. Mais pour moi, c'est essentiel. Moi, je pense que c'est vrai. Pour moi, c'est vrai pour tout, même en littérature, puisque j'ai aussi enseigné la littérature. Alors, c'est ce que je pense, mais ça vient aussi, je crois, c'est vraiment ce que je pense, mais ce n'est pas une pensée que j'ai élaborée ou j'ai découvert, c'est quelque chose qui est venu avec le rapport, avec mon histoire avec le cinéma. Parce que c'est parti comme ça. C'est parti avec une émotion très très forte, quand j'étais tout petit. Parce que mon rapport au cinéma, il date de loin, c'est-à-dire il date de très loin de mon enfance. J'étais petit, donc je ne pensais pas, je n'étais pas en mesure de penser le cinéma, de réfléchir ou de me dire qu'on peut écrire dessus. Je ne savais même pas ce que c'était que la critique à l'époque. J'avais 6 ans quand j'ai commencé à aller à l'école dans cette ville c'était pas la capitale, une ville du nord-ouest de la Tunisie où il y avait une salle de cinéma pas très loin de chez nous. Chaque dimanche, j'allais au cinéma. Et donc j'ai vécu des émotions d'abord, beaucoup d'émotions. C'était la période des films Peplum, hein, c'est très loin. Massis, Hercule, des choses comme ça. Steve Reeves, Mark Forrest et tout. Et puis j'ai vécu une émotion très très forte, quelque chose d'effrayant. Je ne vais pas en parler, c'est long, mais c'est une frayeur. J'ai vécu une espèce de truc qui m'a vraiment marqué. Parce que le film était effrayant. Non, parce que j'ai loupé une classe. Je me suis attardé devant une affiche de cinéma, ce que je ne pouvais jamais imaginer faire. Mon père étant très, très dur par rapport à l'école, jamais je ne pensais que je pouvais faire l'école buissonnière. C'était inimaginable pour moi. C'était la punition. Je ne pouvais même pas imaginer la punition que je pouvais subir en n'allant pas. Mon père, c'était l'époque de la Tunisie juste après l'indépendance, et pour lui l'école c'est tout, quoi. Et en regardant cette affiche, c'était le film Les Amours d'Hercule, je suis resté plus longtemps que je ne pensais. Voilà, mon frère il est parti, il m'a largué, je suis resté tout seul, et bon, c'était terrible, quoi. C'était un truc. Bon, mon père ne m'a pas puni, mais justement, mais j'ai attendu une punition terrible. Le monde s'est écroulé, moi je ne savais pas quoi faire. L'instituteur ne voulait pas m'accepter en classe. Il m'a dit tu reviens avec ton papa et tout. Tu lui as parlé des Amours d'Hercule ou bien? À mon père? Oui. Non, on n'a pas parlé de ça. C'est drôle. D'accord. Je lui avais posé la question du cinéma, pourquoi on allait au cinéma. Il m'a expliqué pourquoi, parce que lui il n'aimait pas le cinéma, mais parce qu'il n'aimait pas le noir. Mais il m'a expliqué, parce que c'était une affaire, il était chef de gare, il recevait les billets, c'était la billetterie unique à l'époque en Tunisie. Et donc, comme les exploitants des 2 salles de cinéma venaient prendre les billets, il lui donnait, il disait tu as des enfants, il a dit oui. Et donc c'est comme ça, on allait gratuitement tous les dimanches, quoi. Donc voilà, donc ça c'était une frayeur, mais je suis presque sûr, à part le fait qu'effectivement j'ai connu le cinéma très tôt, et en même temps que l'école. En même temps que, tu vois, 6 ans, voilà, et sur le chemin de l'école. Donc c'est très intéressant ça. Enfin, après j'ai réfléchi à ça. L'école, sur le chemin de l'école, il y avait la salle de cinéma. Et pour moi, c'était vraiment un lieu alternatif, entre guillemets. C'était là où je me sentais bien, c'est là où j'échappais. Parce que où j'étais à la maison, c'était un peu dur, ou à l'école, c'était dur aussi. Donc, c'est l'endroit où j'étais libre, entre guillemets, même si c'était le noir, on ne parlait pas, etc. En tout cas, c'était la salle de cinéma. Donc, ça a fonctionné de façon très, très forte, dès le départ, dans la constitution de ma propre psychologie. Par rapport à l'école, par rapport à l'autorité parentale, par rapport à l'autorité scolaire, par rapport à la rue. Parce que je n'étais pas non plus un enfant de rue. On ne sortait pas beaucoup, mon père ne voulait pas. C'était la possibilité d'un imaginaire? Voilà, c'était là où vraiment... voilà. Après, j'ai beaucoup pensé à ça. Je me dis quel rapport il y a entre la salle de cinéma, la salle de classe. Et puis effectivement, j'ai vu que il y a dans les 2 cas un tableau blanc, l'autre il est noir, c'est éclairé dans la salle, c'est pas éclairé dans la salle de cinéma, il y a un maître dans la salle de classe, il n'y a pas de maître, mais il y a un narrateur qui est absent, qui est effacé, je veux dire, etc. Voilà, c'est vrai, il y a une configuration comme ça, mais où je suis libre.
où je lis ce que je veux, où j'apprends. J'apprenais des tas de choses, des choses culturelles, les gens, comment ils parlent, comment ils... Pas forcément de bonnes choses, mais j'apprenais. J'ai appris à fumer comme ça, par exemple. Parce que je voyais Frédéric Stafford fumer comme ça. Mon père fumait aussi. Et donc j'ai appris à fumer comme ça, pour imiter un acteur. Je faisais des choses comme ça. Mais j'ai aussi appris beaucoup d'autres choses. Voilà, donc l'émotion, elle est à la fois dans l'histoire proprement dite, puisque c'est arrivé très très tôt, et aussi dans ma manière après, même quand j'ai grandi, appréhender le film. Il est vrai qu'à un moment donné, parce que ce parcours-là, il est chaotique. Hein, il était simple quand j'étais petit, quand j'ai grandi un peu, quand je suis arrivé au bac, je suis devenu un peu plus politisé. L'idéologie m'a dominé, je me suis éloigné un peu du cinéma. J'allais plus vers les ciné-clubs qui étaient très, très politisés. Et donc l'émotion, je l'ai un peu refoulée. Mais c'est revenu après. C'est revenu parce que ça n'a pas... Je ne pouvais pas m'empêcher de poursuivre ce déni-là. Et jusqu'au moment où j'ai commencé à véritablement réfléchir sur ce que je voyais, en me disant, je ne peux pas réfléchir sans tenir compte de ce que je ressens, ce que j'ai ressenti au début comme frayeur, comme bonheur, comme peur, comme identification, peu importe. Pour moi, ça c'est important. Donc l'émotion, pour moi, elle est essentielle au départ. Elle est essentielle au départ, et ensuite elle est devenue de plus en plus importante aussi. Même maintenant, elle est encore plus importante qu'il y a par exemple 5 ans, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans, alors que je crois savoir plus de choses sur le cinéma. Enfin, je ne sais pas si c'est juste un paradoxe, une contradiction. Voilà, donc au départ, une émotion. Au départ, une émotion, un rapport très personnel aussi, extrêmement personnel, existentiel, on va dire. Hein, pas du tout, parce qu'il y a des gens qui viennent au cinéma après, ou pour autre chose. Moi, viens au cinéma pour le cinéma. Et j'ai l'impression aujourd'hui, je suis convaincu que le temps que je passe à parler des films, à discuter des films, par exemple avec les jeunes, etc., c'est comme une dette que je rembourse au cinéma. J'ai l'impression que je dois beaucoup, parce que s'il n'y avait pas ça, je ne sais pas si j'aurais été jusqu'au bout de mes études, je ne sais pas si j'aurais réussi mes études, s'il n'y avait pas ce lieu-là, c'est la possibilité de voir des films très jeune, je ne sais pas si j'aurais réussi mes études. Enfin, mes études, à un moment donné, c'était un peu, surtout pendant la période politique, c'était parce que j'ai interrompu, j'ai été renvoyé de la faculté pour des raisons politiques, etc. Enfin, ça a été compromis, quoi. Mais je pense que sans ça, je n'aurais pas pu poursuivre de façon distanciée. Mais les études, parce que je n'aime pas beaucoup l'école, en fait. J'ai jamais beaucoup aimé l'école, pour des raisons aussi personnelles, parce que quand j'étais petit, je ne me sentais pas bien à l'école primaire, pas bien non plus au collège, au lycée, ça allait mieux. À la faculté, c'était encore tout à fait autre chose, quoi. C'était un lieu que je devais investir politiquement pour transformer le monde, quoi. Alors tu fais référence souvent à un contexte politique, ton engagement, etc. Tu es né en 1954, donc 2 ans avant l'indépendance tunisienne. Donc tu grandis dans l'indépendance, on va dire, donc dans le régime Bourguiba. Comment tout ça s'articule quelque part dans ta démarche peu à peu professionnelle vis-à-vis du cinéma? Oui, parce que en fait, donc le cinéma c'était naturel. Je voyais les films pour voir Marc Forest, enfin plutôt que Steve Reeves. Après, bon, ça a changé. C'était les Péplum, ensuite il y a les films de KPDP, ensuite il y avait là, les films policiers, ensuite il y avait les films d'auteur, etc. Donc j'évoluais avec l'histoire aussi du cinéma. Mais c'était toujours en parallèle de mes études. C'était toujours parallèle à mes études. Ça n'avait rien à voir. Jusqu'au moment... donc j'ai fait des études de lettres.
il n'y avait pas d'études de cinéma, je ne pensais jamais aller étudier le cinéma. C'était pas, c'était pas concevable pour moi, c'était pas à étudier le cinéma. Par contre, j'aimais les lettres. J'aimais beaucoup les lettres, je voulais faire philo, ensuite j'ai hésité entre philosophie, lettres françaises. En fait, j'ai fait à l'école normale sup, les lettres françaises. Et j'ai continué comme ça, et j'ai fait donc une thèse de littérature française sur le XVIIe siècle. Et à cette époque-là, justement pour des raisons politiques, j'ai dû interrompre violemment, enfin brutalement, mes études parce que j'ai été renvoyé injustement, de façon illégale, de l'école normale sup, et j'étais obligé d'aller travailler. Je suis allé travailler dans un journal, j'écrivais. Et j'écrivais un peu, voilà, j'étais littéraire, donc j'écrivais sur les arts, sur le théâtre, sur le cinéma, et très rapidement, j'ai abandonné le théâtre, j'ai abandonné même la littérature. J'ai écrit sur les romans qui paraissaient à l'époque, en arabe ou en français, mais plus en français, j'écrivais en français. Et je me suis spécialisé en cinéma. Donc je suis devenu ce qu'on appelle un critique de cinéma. Oui. Voilà. Donc c'est arrivé comme ça. Là, et ensuite j'ai réintégré la fac, parce que bon, c'est l'histoire ça, de la Tunisie. Après 5 ans de rupture, voilà, Bourguiba, voilà, il a pris une décision opposée. Parce qu'il y avait les islamistes qui arrivaient, nous on était des gauchistes, il a dit ceux-là ils sont plus gentils, quoi. Ils sont pas violents et tout, donc ils nous ont réintégrés beaucoup, ont été libérés de prison et tout. Et moi j'attachais beaucoup d'importance, ça venait de mon père aussi ça. Et donc j'ai réintégré la fac, et j'ai fait une thèse, et à ce moment-là se sont rejoints les deux, c'est-à-dire mon intérêt pour scolaire et universitaire pour la littérature, et mon intérêt pour le cinéma, puisque j'écrivais. Et en même temps que je développais mes connaissances dans le domaine de la critique littéraire. Donc, la critique de cinéma venait aussi de cela, ce qui est vrai dans l'histoire aussi. Oui, la critique de cinéma, elle vient de la critique, littéraire. Voilà. Et là, les deux choses se sont reliées. Et quand j'ai fini ma thèse et j'ai été recruté à la faculté des lettres là-bas, je devais théoriquement enseigner la littérature, puisque j'ai été recruté dans le département de français. Ce que j'ai fait, évidemment, parce qu'il fallait faire ça, mais très très vite aussi, très rapidement, j'avais proposé au conseil scientifique de la faculté un enseignement du cinéma. C'était la première fois dans le pays, à l'université, qu'on enseignait le cinéma. C'est ça, parce qu'il n'y avait pas du tout d'enseignement du cinéma à l'époque. Et le conseil scientifique a accepté. Parce que j'étais plus ou moins connu. D'abord parce que j'avais fait une bonne thèse, enfin j'avais le prix présidentiel. Enfin, ça c'était pour mon père, hein, parce qu'il avait beaucoup souffert du fait que j'étais renvoyé aussi. Parce que sinon je n'aurais pas fait d'études supérieures, ça ne m'intéressait pas non plus, spécialement, quoi. Et j'ai eu comme ça, parce que comme j'écrivais sur le cinéma, comme on avait fondé aussi l'association des critiques avec des amis. Enfin, ça, c'était à peu près en même temps que je commençais déjà à animer des ciné-clubs, etc. Donc très vite, j'ai proposé ça et j'ai commencé à enseigner le cinéma. Et ça s'est développé, ça beaucoup, l'enseignement. En même temps que je continue à écrire dans les différents journaux de la place. Voilà. Donc voilà, les deux choses se sont un peu... c'est comme si j'avais en fait détourné mes connaissances, c'est comme si j'avais détourné l'école, c'est comme si j'avais pris ma revanche sur l'école, c'est comme si j'avais tordu le cou à l'université pour la plier à ma volonté de... Voilà, donc dans l'enceinte même... Mais ça, je n'étais pas conscient, hein, universitaire, parce que ce cinéma, c'est quand même un peu... Ça correspond à la mise en crise dont je parlais, quoi. C'est-à-dire que... Oui, et puis le cinéma pour l'université, c'est un peu partout à l'époque, mais en France, la France est là de l'avance, hein, sur beaucoup d'autres pays. Le cinéma, c'est un peu ridicule, quoi. Enfin, quand tu es 17e, en plus, tu vas spécialiste de La Rochefoucauld, c'est un truc énorme. D'ailleurs, mes collègues ne comprenaient pas trop pourquoi je faisais ça. Et moi, pour moi, c'était vraiment extrêmement important. Voilà. Donc, oui. Alors peut-être que c'est là où intervient l'idée de la crise, puisqu'il y a comme un... Il y a comme un... Sortie des rails. Oui, c'est ça. Il y a comme un déchirement, il y a comme une... je ne sais pas, dichotomie, il y a comme
un truc comme ça. J'ai toujours senti qu'en pratiquant soit l'enseignement du cinéma ou la critique ou l'animation, parce que j'ai beaucoup animé des ciné-clubs, je faisais autre chose qu'enseigner. Donc voilà, il y a quelque chose en moi qui... Donc il y avait une certaine liberté par rapport à l'institution, quoi. L'enseignement étant plutôt dans l'institution. Oui. Oui. Alors la crise après, effectivement, dans le cas précis de la critique, c'est-à-dire quand tu écris, quand tu te mets à formuler ou formaliser des choses, des idées, après avoir vu un film, c'est vrai que, en tout cas, il y a comme un conflit. Il y a comme un conflit entre précisément cette émotion que tu ressens. Une émotion n'est pas facilement formalisable. Ça s'exprime, une émotion. On pleure, on danse, on chante, on dort, mais on a du mal à peut-être il y a des formes de poésie où on peut exprimer ça, mais... Et la mise en forme linguistique. La mise en forme linguistique, c'est quand même... quelque chose qui ne libère pas forcément l'émotion, qui la contient, qui dans des mots. Oui. Et là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la tension, en tout cas. Très, très, très forte tension, tu vois, qui vient du fait que, bien sûr, les mots, la langue, c'est des signifiés, c'est des choses mentales, c'est mental. Et l'émotion, c'est quelque chose de sauvage, tu vois. Et comment exprimer ce qui est sauvage, ce qui est difficile à dire, parce que c'est vrai, devant un beau plan, devant une belle image, devant un beau personnage, une belle actrice, un bel acteur, un beau paysage, etc., tu sais pas dire ce que tu ressens, évidemment. Tu sais pas, si on te dit, tu dis, oh, les gens ils disent c'est chouette, c'est bien, j'adore, etc. Mais c'est parce qu'ils savent pas comment exprimer ça. Et le fait de prendre des mots, de les aligner selon des règles de la grammaire déjà, tu vois, avec sujet, complément, machin, etc. D'aligner tout ça, aligner. C'est pas linéaire l'image, hein, c'est quelque chose etc. Eh ben il y a un truc qui peut être violent parfois, et qui est de l'ordre d'une tension, mais à la longue, elle peut devenir excitante, elle peut devenir intéressante. Tout à fait. Tout à fait. Parce que tu dis, je vais essayer d'être le plus clair possible, mais en même temps transmettre ce que j'ai ressenti véritablement. Oui. C'est comme dans une situation d'amour, je sais pas. Quand on dit, tu veux dire que tu aimes quelqu'un et tu l'aimes vraiment, quoi. Je veux dire, et tu n'arrives pas à trouver les mots. Tu vois, tu dis des mots, tu trembles, tu pleures, tu fais des gestes, etc. Mais enfin, tu dis des mots, tu peux dire des mots. Alors là, évidemment, ça requiert aussi des compétences qui peut-être seraient de l'ordre de la création ou de la... C'est pour ça que je pense aussi que l'acte d'écrire sur un film, c'est aussi un acte, pour moi, aussi de création, puisque tu vas exprimer une émotion à partir d'un film. En tout cas, il y a la même tension, oui. Enfin, elle est peut-être supérieure au niveau du créateur qui, lui, se coltine quand même beaucoup de choses. Mais la création est une tension et écrire sur le film est une tension. Mais moi, je pensais à ce que dit Marie-Josée Monzin, la philosophe de l'image, quand elle dit par rapport à l'acte critique que c'est toujours et indéfiniment une redéfinition de la liberté et que ce travail n'a pas de fin. C'est-à-dire qu'on est tout le temps dans la question d'une prise de parole qui est sur la création des autres, mais où on va essayer de déceler en quoi cette création m'ouvre ma propre liberté. Oui. Oui, je sais pas. Moi, c'est peut-être pas le mot liberté qui me vient tout de suite à... C'est-à-dire pouvoir reprendre la parole, quoi.
Moi, je parlerai beaucoup, mais vraiment inlassablement d'altérité. Je pense que ça n'a jamais quitté. Le contact déjà avec le film, l'émotion que je ressens devant un film, le fait de parler d'un film, d'écrire sur un film ou de présenter un film, comme on le fait par exemple ici dans le festival. Pourquoi altérité? C'est par rapport à ce que tu disais au début. C'est parce qu'il se passe quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais auquel on devrait penser un peu plus maintenant, on ne pensait pas à l'époque, d'extrêmement important dans la salle de cinéma. Par rapport à ce que tu appelles, ce qu'on appelle nous l'identification, puisqu'il y a toujours identification, ça existe tout le temps. L'écran est un miroir. C'est un miroir qui ne me montre pas, mais qui montre quelqu'un qui est comme moi, qui n'est pas moi, mais qui s'est fait de telle manière que c'est aussi un moi projeté. Puisque c'est comme ça, hein. Tu vois un film de John Wayne, moi je voyais Frédéric Stafford d'abord, ensuite John Wayne, ensuite Jean-Paul Belmondo, ensuite je ne sais pas qui, ensuite Farid Chaoukri, ensuite je ne sais pas, ça dépend et on s'identifie, c'est-à-dire je vois les autres comme si c'était moi. Mais en même temps, je sais que ce n'est pas moi. Oui. Et en même temps, je sais que c'est moi, je suis... Bon, je peux oublier qui je suis parce que je suis dans un fauteuil, et puis bon, il y a l'obscurité, etc. Donc je me laisse prendre et même entrer dans la peau, le corps, mon corps étant immobilisé, de John Wayne. Mais je n'oublie jamais mon corps, jamais. D'abord, après, tout de suite, je me rends compte que je suis moi, je ne suis pas John Wayne. Mais en même temps, ces deux situations je les vis en même temps. C'est-à-dire le fait d'être moi et d'être en dehors de moi. Et je trouve que ça, c'est une expérience non seulement fondamentale du point de vue existentiel. Là, évidemment, je ne peux pas ne pas penser à Camus quand il dit « l'homme est solidaire, il est solitaire ». Il suffit d'effacer un peu le D, de le remplacer par un T, voilà, pour définir la condition de l'être humain. Donc ça renvoie à quelque chose d'essentiel chez l'être humain, qui est à la fois avec les autres et qu'il est toujours seul. Et le cinéma développe cette ambiguïté-là. Mais, plus encore, je trouve que c'est une expérience de la citoyenneté extrêmement forte et essentielle. Puisque dans la société d'aujourd'hui, dans la société, on va dire, où on est des citoyens, dans la société démocratique, je pense que le cinéma, il est contemporain de ça. Le cinéma, il est né à la fin du 19e siècle. Hein. Il est à peu près contemporain de la démocratie. Hein. Il y a une expérience de la citoyenneté qui est essentielle. On est avec les autres, mais on ne fond pas dans la communauté. On n'est pas un élément d'un ensemble qui ne se définit que par rapport à l'ensemble. C'est l'élément collectif dont je parlais. Mais on est dans une collectivité, mais on est seul aussi. Et on est seul, et vraiment très très seul. Et ça, on le vit en même temps, puisqu'il y a une personne qui est assise à côté, à droite, une autre qui est assise à gauche, et moi, je suis tout seul avec mes fantasmes. Et je trouve que ça, c'est quelque chose c'est pour ça que j'aime beaucoup la salle de cinéma, que je trouve que c'est un lieu de citoyenneté, que c'est un lieu où on apprend à vivre avec les autres, avec des gens que tu ne connais pas, ni d'Ève, ni d'Adam, et qui s'assoient juste, mais tu te rends compte, il est juste à côté, et tu vas partager avec lui quand même un moment d'émotion très 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 fort, sans forcément le connaître, et en étant seul. Voilà. Donc je pense que moi, c'est une définition pour moi de la citoyenneté aujourd'hui. Et ça, je trouve ça important. Donc, encore une fois, dualité entre, voilà, c'est la distanciation, l'identification, c'est-à-dire, il se passe avec les spectateurs ce qui se passe avec les personnages. C'est-à-dire qu'on est avec eux, on est en dehors d'eux. Comme on est avec les spectateurs et on est en dehors d'eux. Et ça aussi, ça a à voir avec la crise. Parce que la démocratie, c'est une situation de crise aussi. Ce n'est pas une situation de parfaite tranquillité. Oui. Tu parles de citoyenneté. Avec le cinéma, on est un peu dans la question du citoyen du monde, puisqu'on a vraiment le monde en face de soi, quoi. Et ce qui me frappe par rapport à cette question de l'altérité que tu posais,
c'est que dans ton parcours, en fait, comme d'ailleurs beaucoup de Tunisiens que je connais, tu as fait des études qui comportent finalement cette altérité en elle-même. C'est-à-dire que quelque part, tu l'intègres, cette double appartenance à un monde occidental. Donc tu étudies la littérature du XVIIe et en même temps ton appartenance tunisienne, ton environnement, ta culture. Voilà, donc s'ajoute à tout cela, évidemment, cette autre réalité qui est aussi qui est plus complexe. Que effectivement j'appartiens à deux cultures, entre guillemets. Bon, c'est des mots qu'on emploie comme ça, hein, mais c'est compliqué. C'est-à-dire que effectivement, quand je suis né, je ne parlais pas français du tout. Je ne comprenais rien. Jusqu'à même jusqu'à l'âge de 9 ans. Enfin, nous, à l'époque, on commençait à apprendre le français en 3e année de l'école primaire, c'est-à-dire à 9 ans. L'année de la frayeur, là. La même année des Amours d'Hercule. Donc, le français, bon, mais mon père avait fait l'école française. Il avait fait, lui, l'école française. Mon grand-père, il n'avait jamais fait de français, il avait fait que l'école coranique. Voilà, donc déjà... mais très vite, c'est-à-dire 3 ans après, très vite, on a commencé à apprendre le français. Et ça s'est développé beaucoup. Et on avait de plus en plus d'enseignants, aussi français, qui étaient des coopérants. Donc, voilà, donc à ma culture native, s'est ajoutée une autre culture, on va dire post-coloniale ou post-coloniale, je ne sais pas comment on appelle ça, enfin le français, quoi. Et là, ma personnalité devenait un peu compliquée. Ça devenait un peu compliqué. C'est compliqué parce qu'on écrit de l'arabe, on écrit de droite à gauche. En français, on écrit de gauche à droite. Et ça, voilà, ça c'est aussi, ça crée... j'imagine que ça, peut-être pas une schizophrénie, mais ça peut aller jusque-là, mais ça crée quand même quelque chose de... Très tôt. Très tôt, parce que l'anglais, je l'ai appris plus tard. Mais le français, c'est assez tôt. Et ce qui a aggravé cette situation, c'est que, à partir évidemment de 11 ans, 12 ans, 13 ans, on commence à réfléchir, eh ben, je commençais à réfléchir aussi beaucoup en français. Et à écrire et à élaborer ma pensée en français. Ce qui ne m'empêchait pas de vivre en arabe, quoi, je veux dire, en tout cas dans le dialecte arabe. Ajoute encore à cela le fait que les films que je voyais à l'époque, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de films arabes. Il n'y avait que des films aussi, des films étrangers. Et alors, c'était des films doublés. Tu te rends compte de la complexité? C'est-à-dire des films qui parlaient français, mais dont on savait que c'était des films soit italiens, soit des films américains. Parce qu'ils étaient doublés. C'est après que j'allais voir des films en version originale, sous-titrée en français. Donc tu vois la stratification qui... Oui, ça c'était la fameuse diffusion des films par la Comasico et la SECMA qui s'occupaient de l'importation des films, qui étaient des boîtes françaises, monégasques juridiquement parlant, et qui du coup amenaient en fait un programme français. Quoi. Voilà. Et traduisaient les films. Quoi. Voilà. Au lieu de les traduire en arabe, ils les traduisaient en français. Quoi. Et donc peut-être aussi que toute cette complexité-là, c'est-à-dire cette stratification complexe de la culture, de ma propre culture, c'est ça peut-être qui me poussait aussi à mettre de l'ordre en écrivant, pour structurer. La distinction. Voilà, et puis structurer une pensée complexe, quoi, d'une personnalité un peu hybride, quoi. Qui picore. Voilà, après, j'essayais de prendre d'ici, de prendre de là, parce que c'est beaucoup lié au plaisir, quoi, le cinéma. C'est vraiment pas... même si j'ai un peu vécu du cinéma, j'ai beaucoup vécu de l'enseignement, quoi. C'était ça mon métier. Le cinéma n'a jamais été véritablement mon métier, c'est quelque chose que je fais vraiment pour... C'est vrai que le plaisir est pour beaucoup. Et la liberté, alors la liberté, justement, elle est plutôt de ce côté-là, du côté, c'est-à-dire c'est comme quand j'étais petit, puisque tu vois, j'allais au cinéma, j'étais libre au cinéma, et ben quand je présente un film, quand j'écris sur un film, quand je discute des films, et ben je me sens très très libre. Je ne suis soumis à aucune contrainte
institutionnel, sauf voilà, de temps en temps, quand il s'agit voilà, de commencer à telle heure, de finir à telle heure. Bon, ça, tu ne peux pas échapper à ça. La liberté, elle était plutôt de ce côté-là. Mais moi, je parlerais beaucoup plus d'altérité dans ce cas-là, de très, très... Alors, ce que je retiens de ce que tu nous dis là, c'est que tu es en situation post-coloniale, on va dire, et que ce n'est plus une situation coloniale, c'est-à-dire où l'influence de l'autre, de l'Occident, va être hégémonique, réductrice, etc. Et tu es plus dans l'intégration, comme tu disais, des niveaux, une sorte de millefeuille, où il faut mettre de l'ordre, et où tu vas valoriser finalement les différents apports. Et pas forcément faire des choix d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas forcément de choix à faire. Mais en tout cas, de t'enrichir de ces différents apports. Alors, comment le cinéma se développe-t-il là-dedans? C'est-à-dire, et là on va commencer à parler de ton ouverture au cinéma d'Afrique, c'est-à-dire à l'ensemble des cinématographies du Sud, on va dire, quoi. Comment tout ça s'articule dans ton cursus à la fois professoral et journalistique? Donc, naturellement, entre guillemets, c'était le cinéma américain ou italien. Oui. Et plus j'avançais dans l'âge, plus je me disais, mais attends... Et le cinéma qui est le plus proche de moi, a priori. C'était le cinéma arabe. Il n'y en avait pas beaucoup, il y avait quand même des films. Mais j'en fais quoi de ça? Ce qui ne m'attirait pas beaucoup. Le cinéma égyptien ne m'intéressait pas beaucoup. Pourquoi? Parce que je préférais la musique. C'est le cinéma qu'aimaient les gens. Hein. Oui, parce que c'est un cinéma musical et je préférais à ce moment-là, par exemple, écouter Abd al-Halim Hafid plutôt que de voir au cinéma, même si j'ai vu, comme tout le monde, c'est ce fameux film où on comptait les baisers, etc. Abi Fawqa Shajar, mon père, dans l'arbre. Je le trouvais pas intéressant. Il ne te parlait pas. Il ne me parlait pas. Il ne me parlait pas à ce moment-là. Après, quand j'ai découvert Chahine, etc., parce que c'est la comédie musicale égyptienne. Oui, c'était... Et puis, il est arrivé au moment où moi, je passais déjà à autre chose dans le cinéma. Je découvrais déjà d'autres formes d'expression cinématographique plus élaborées. Et je n'avais pas encore reçu les films égyptiens, parce que tu sais, c'est un peu tardif aussi, les films. Il faut attendre les années... Les JCC. Voilà. Oui. C'était parce que ça ne venait pas dans les salles de cinéma non plus, les films de Chahine, ou les films de Salah Aboussif, ou les films des cinéastes intéressants égyptiens. À l'époque, je ne les voyais pas en salle. Je les ai découverts dans les ciné-clubs ou durant les journées cinématographiques de Carthage. Et c'est vrai que petit à petit, à mesure que j'écrivais, puisque j'étais francisant, j'écrivais en français, j'écrivais sur des films donc parlant français ou parlant français, et en lisant des critiques français, écrivant sur des films français ou pas français, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, j'avais l'impression d'être à la traîne, honnêtement, parce que les films venaient après leur sortie. Il y a toujours un décalage, tu sais. Il y a toujours un décalage. Maintenant, ils commencent un tout petit peu parfois à sortir des films en même temps, mais c'était toujours après. Le film est déjà sorti, les critiques ont déjà écrit, et donc moi, je le vois pour écrire dessus 1 an, 2 ans après sa sortie en France. Les critiques ont déjà écrit, et je lisais la critique, et j'avais l'impression de réchauffer des choses, parce que je lisais les critiques, et j'étais de toute façon influencé, j'avais pas l'impression d'être libre là. J'avais pas l'impression de créer ou d'inventer quelque chose. Et j'avais pas l'impression de proposer quelque chose au public ou au lecteur, si tu veux, tunisien, puisqu'il y avait des choses qui étaient plus intéressantes que ce que j'écrivais moi, de toute façon. Tu vois, dans Le Monde, Libération, les cahiers du cinéma, je sais pas, il y avait de grands critiques, etc. Et moi, je viens derrière, 2 ans après, écrire un article sur, je sais pas... film par exemple de Truffaut à l'époque, voilà, j'ai écrit sous prénom Carmen de Godard, des choses comme ça, mais j'écrivais, je sentais pas que je faisais quelque chose d'important, jusqu'au moment où ça c'était aussi un moment essentiel qui va puisque l'Afrique et la Tunisie c'est l'Afrique aussi, hein.
En 1986, lorsque L'Homme de cendre est sorti, c'était de Nouri Bouzid, qui est un film important, repère. J'étais à ce moment-là critique de cinéma. J'écrivais dans les journaux. Et en plus dans un journal qui s'appelle La Presse, un journal pro-gouvernemental, où je n'ai pas passé beaucoup de temps. Je ne suis pas resté longtemps, je sais pas, ça n'a pas marché. Et j'ai vu ce film-là le soir, la première fois, le public, en même temps que le public tunisien. Je suis rentré chez moi, j'ai écrit un article, il est sorti le lendemain. Et j'ai fait ce que font les critiques partout dans le monde, y compris en France, quand un film sort. Ils le voient avant les autres, en même temps, enfin à Cannes ou en avant-première, enfin dans une séance de projection de presse. Et j'ai sorti cet article-là. Et pour moi, c'était presque un acte de naissance. Du critique que je croyais devenir, moi je ne m'applique pas à ce titre, hein. Je ne pense pas que je suis un critique de cinéma, hein. Je suis un cinéphile, je suis un animateur, mais je ne suis pas critique de cinéma. Et là, j'ai vraiment senti que j'ai fait quelque chose réellement de structurant pour moi, d'important, d'authentique, puisque j'ai écrit, moi, tunisien, dans un journal tunisien en Tunisie, sur un film tunisien qui sortait avant tous les autres critiques du monde entier. Et là, quelque chose s'est ouvert. Non pas que je n'écrivais pas à l'époque sur le cinéma tunisien, j'écrivais sur des films déjà qui avaient déjà tourné. Oui, dans des années 70, etc., tu vois, qui m'avaient précédé, dont la sortie avait précédé mon arrivée en tant que critique. Mais là, c'était en même moment. Donc là, ce qui est fondateur, c'est que tu prends la parole. Je veux dire, tu deviens quelque part tribun de ta propre culture. Voilà, et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des liens avec aussi des critiques en Italie, etc. Tu sais, parce que j'ai beaucoup écrit aussi dans Schermi d'Africa, les écrans d'Afrique, tu sais, justement, sur le cinéma africain. Et je pense qu'il m'avait découvert en lisant les journaux à ce moment-là, tunisien, et il disait, voilà, il y a un critique là, celui-là. Alors ça, c'est une revue qui est apparue de 92 à 98. Voilà, si ça, voilà, je me souviens de Anna Maria Gallone et Alessandra Speziale qui me disait, tu ne veux pas venir, voilà, on va lancer une revue de cinéma sur l'Afrique, parce que j'écrivais aussi, je couvrais beaucoup les JCC, et du coup, forcément, naturellement, j'écrivais sur le cinéma africain, sur le cinéma, puisque c'était arabo-africain. D'ailleurs, tous les numéros sont sur le site d'Africulture, consultables. D'écran d'Afrique. D'écran d'Afrique, voilà. Et après, évidemment, quand on a créé l'association des critiques, j'ai lancé une revue. J'ai lancé une petite revue avec des étudiants à l'époque. Et puis, là aussi, c'est intéressant. Ça, c'était Cinécrit, alors? Et ça, c'était Cinécrit. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on a commencé par Jim Jarmusch, François Truffaut, Fassbinder, Pasolini. Et puis, à un moment donné, on a dit, bon, quand même, peut-être le public, c'est pas ça qu'il attend de nous. Mais pour moi, c'était aussi un apprentissage. Et après, effectivement, on est parti sur le cinéma africain. On a fait un numéro sur Idriss Aba. Ouedraogo, Cissé, etc. Voilà, et Abdelrahman Sissako, etc. Voilà. Donc, c'est venu comme ça, petit à petit, dans ce travail que je commençais à faire pour mettre de l'ordre un peu dans la shakshuka culturelle. Shakshuka, ça veut dire... ratatouille culturelle que j'avais en moi. Et donc le cinéma africain, c'était un aboutissement, j'allais dire, naturel, quoi. C'est normal que... Et là, tu parles aussi d'une démarche collective, c'est-à-dire d'une association critique qui effectivement a une histoire. Donc c'est la TPCC, donc l'association tunisienne. Voilà, c'était l'époque où j'étais président de l'association et je trouvais que ce qui s'écrivait à l'époque n'était pas fameux. Je l'avais écrit d'ailleurs dans la première introduction, enfin quand on a lancé la revue qui était aussi un atelier, une revue d'atelier au départ. On ne pensait pas publier ça. Parce que je trouvais que c'était faible, quoi. Je lisais beaucoup ce qui s'écrivait, évidemment, ailleurs. Et je trouvais que c'était... c'est toujours un peu comme ça. Hein, et je me disais, pourquoi nous, on ne peut pas avoir notre revue, on ne peut pas avoir des critiques quand même dignes de ce nom, capables d'écrire des choses, etc. Enfin, ça m'est monté un peu à la tête, quoi. Je me prenais un peu pour André Bazin, quoi. En gros, je me suis dit, voilà, on va créer un truc. C'est vrai, dans ma tête, c'était comme ça, hein, c'était du mimétisme aussi. Encore une fois, alors
C'est curieux ça. Ça c'est intéressant. C'est-à-dire même en pratiquant quelque chose de local, authentique, en écrivant sur le cinéma africain ou tunisien, et même en arabe, je ne pouvais pas me départir de l'idée que ailleurs, quelque part ailleurs, parce que ça existe, en l'occurrence en France, puisque c'est ma culture aussi. Moi, je considère que je suis francophone et que ça m'appartient. Tu vois, voilà, il y a une qualité d'écriture sur le cinéma qui est d'un certain niveau. Et pourquoi nous, on n'est pas capable de faire ça? C'était une espèce de volontarisme comme ça. Oui, un peu mimétique, ça, il faut le dire. Hein, c'est pas, moi, on n'échappe pas à ça. C'est la question là. On n'échappe jamais à ça. C'est mon universalisme à moi. Mais ça veut dire quand même qu'on est toujours par rapport à un centre, qu'il y a une validation qui se passe dans ce centre. Je n'irai pas jusqu'à dire validation. Mais c'est vrai pour les films. C'est un repère. Voilà, c'est Cannes, etc. Oui, c'est ça. Ce phénomène-là qui se reproduit maintenant, qui est institutionnel, c'est-à-dire voilà, on passe par Cannes. Quand on est cinéaste, si on est à Cannes, c'est fini. Voilà, on a le. Tu vois, tu sais très bien, tu connais l'histoire du cinéma africain, Souleymane Cissé et compagnie. Il y a plein de cinéastes qui passaient d'abord par Cannes sans montrer leurs films à la censure de leur pays. Une fois ils ont un prix là-bas, personne n'ose interdire quoi que ce soit. Voilà. Non, mais ça se passait pas pour moi exactement de cette manière-là. J'étais plus vaniteux que ça. Je me disais non, nous aussi, on peut avoir notre centre à nous, arabo-africain. Voilà. Ça, c'est des velléités mais qui était aussi le discours des JCC. Africains de Carthage, des trucs. Oui, mais tu parlais des JCC. Je veux dire, les journées cinématographiques de Carthage ont eu ce discours aussi dès le départ, d'arriver à créer un centre. Oui, alors il y a ça aussi. L'intérêt pour le cinéma africain chez nous en Tunisie vient aussi de là. C'est une tradition à laquelle je n'ai pas échappé, puisque dès le départ, Cheria, quand il a lancé les journées cinématographiques de Carthage, donc. Dans sa tête, à lui, c'était pour développer le cinéma arabe et africain. Tu connais l'histoire. Tu vois, pour lui, c'était évident qu'il fallait, tu vois, les premiers films de Sambène, les premiers films intéressants de Chahid, tu vois, ils étaient au JCC, et la Tunisie, culturellement, elle était considérée comme étant, comme ayant la vocation comment dire ça, de conduire la culture africaine par référence à l'histoire, puisque c'est la Tunisie qui a donné son nom au continent. Ça s'appelait Ifrika. Ça, c'est un truc ancien, très très ancien. Donc mon intérêt aussi pour le cinéma africain vient de là, de ça, forcément, puisqu'il y avait les JCC, j'écrivais. Sinon, comment j'aurais pu? C'est pas la même chose que toi, tu devais chercher. Tu devais aller voir les films et tu devais même partir en Afrique, puisque c'est ça que tu disais hier. Tu es parti, en fait, c'est à l'occasion de ce voyage-là que tu as découvert. Moi, le cinéma, il est venu, puisqu'on est en Afrique. Il est venu en Afrique du Nord, il est venu du Sud vers le Nord. Et à l'occasion de ces journées, évidemment, j'ai découvert ces films-là en même temps que les films latino-américains, en même temps que les films asiatiques, en même temps que les films français. Et donc, voilà. Donc, pour moi, alors ça, c'est un autre problème dont on n'a pas parlé hier, mais pas beaucoup, le cinéma africain, je ne le conçois jamais comme un ghetto. Et je ne le conçois jamais comme un cinéma, comment dire ça, dont le retard, entre guillemets, doit déterminer ma manière d'écrire sur les films. Jamais. C'est-à-dire, moi, que j'écrivais sur Sambène, ou sur Djibril Diop-Mambéty, ou sur Idrissa Ouedraogo, au même titre que quand j'écrivais sur Truffaut, sur Godard. Sans penser forcément que ça va plus il y a une loin. Mais pour moi, c'est du même ordre. Et c'est pour cela aussi, parce que je t'ai posé aussi la question, parce que ça me concernait, c'était pas pour... que quand j'ai enseigné le cinéma, j'ai enseigné très peu le cinéma africain. C'est curieux, c'est très paradoxal ça. J'ai enseigné beaucoup le cinéma occidental. J'ai enseigné Hitchcock, Fritz Lang, Truffaut, Tarkovsky, Bergman. Après, les ciné-clubs, c'est autre chose. Ça, c'est un peu spécial, ça. C'est-à-dire, c'était pas académique, le cinéma. J'en fais pas une matière académique. J'en ai presque jamais fait une matière. Après quand on m'a commandé des articles, j'ai commencé à faire ça. Mais pour moi, c'est lié à la vie.
c'est lié à la vie de tous les jours, c'est pas lié à l'enseignement. Hitchcock, c'est lié à l'enseignement. Bergman, c'est lié à l'enseignement. Pour moi, ça peut être académique. Je ne le pensais pas de Sambène ou... Je n'irai pas jusqu'à dire même maintenant, parce que je pense pas exactement à la même chose, mais en tout cas, même une recherche académique sur Sambène, sur le cinéma algérien, sur le cinéma tunisien, sur le cinéma africain, moi je ne la conduirai pas exactement de la même manière que un travail académique sur le cinéma, par exemple, américain ou français. Et pourquoi ? Parce que c'est lié, pour moi, au développement. C'est pas une matière froide pour moi. Hitchcock, ça me touche beaucoup. Vertigo, pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu pour moi. Ou je sais pas, moi. Mais c'est comme quand je lis Balzac, ou je lis, je sais pas, Dostoïevski, je sais pas quoi. C'est vivant, bien sûr, c'est vivant. Mais ça n'a rien à voir avec Tuki-Buki. Je sais pas comment te dire, c'est brûlant. Tu as l'impression que c'est plus fortement vécu C'est plus fortement vécu, donc ma démarche n'est pas la même. Et elle est souvent liée aussi à une autre exigence qui s'impose à moi, et qui est celle de voir ce cinéma se développer. Parce qu'il me semble qu'il n'est pas suffisamment développé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de films, on n'a pas suffisamment de matière, il n'y a pas suffisamment de salles de cinéma, il n'y a pas de cinémathèque, on n'a pas ça. Et donc je me considère en tant que critique, responsable aussi d'une certaine manière. Et ça m'a posé un autre problème, une autre crise qui s'ajoute. C'est-à-dire comment aussi parler sereinement d'un film, etc., en même temps en te disant oui, c'est un objet fragile quand même. C'est des objets fragiles qui disparaissent, qui peuvent ne pas être vus. Donc je me considère aussi un peu d'une certaine manière responsable, y compris des films par exemple, là on a des jeunes qu'on montre, etc. Je me sens responsable, non pas dans une démarche condescendante, mais dans une démarche d'accompagnement, critique évidemment, mais d'accompagnement, je pense moi c'est comme ça que je vois. Après, chacun fait ce qu'il veut. Oui, mais c'est un peu la démarche du festival, une sorte de démarche militante de visibilisation de cinématographie qui ne le sont pas assez. Voilà, après, il faut concilier ça avec la complaisance, avec le refus, la nécessité de résister à la complaisance. N'importe quel film qui vient d'Afrique, pour moi, c'est pas forcément un film que peut-être on va montrer mais au festival, ni sur lequel je vais écrire, etc. Et ça aussi, ça peut poser un problème. En tout cas, c'est problématique. Et donc, je ne suis pas dans le même... je dois dire, je ne suis pas dans la même... peut-être c'est une erreur, peut-être, je ne sais pas, c'est une discussion. Moi, c'est vraiment une discussion, mais je suis comme ça. Moi, je sens... c'est pour ça que je fais beaucoup de choses en même temps. C'est-à-dire, j'écris pas beaucoup, je parle des films, je parle beaucoup des films, j'anime, j'adore animer, ça, je l'ai fait toujours beaucoup. Je fais de la formation, etc. Je fais ça beaucoup. Oui, pourquoi je fais plus de formation, plus d'animation que plus d'écrit? Je pense que c'est aussi peut-être probablement en rapport avec ça. C'est-à-dire développer une culture cinématographique. Tu vois. Oui, une démarche d'accompagnement. Une démarche, oui, voilà, d'accompagnement et de participer, de mon point de vue à moi, à la visibilité de ces films. Que ce soit chez nous, déjà, c'est pareil, ou que ce soit ici, c'est pareil. Parce que les films, même les films tunisiens ou les films algériens, tu penses bien, les films algériens en Tunisie, ou les films tunisiens en Algérie, ou les films burkinabés au Burkina, tu vois, c'est leur existence même qui est en cause, tu vois. Ce qui n'est pas le cas du tout du cinéma... du cinéma entre guillemets occidental. Alors s'ajoute ce nouveau degré d'altérité, puisqu'on est dans les millefeuilles, c'est la différence quand même assez fondamentale entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. C'est-à-dire qu'en Tunisie, on parle des Noirs en disant les Africains, comme si on n'était pas soi-même. Et il y a un certain racisme en Tunisie, que prennent en charge quelques films récemment. Et on est toujours avec une sorte de rapport un petit peu quand même un peu complexe, un peu pas clair, avec les cinématographies d'Afrique noire, même au sein des JCC, où il y a eu
Il y a eu un grand tournant assez long où finalement ça a beaucoup plus été le cinéma arabo-musulman. Et puis on revient un petit peu plus ces dernières années aux données de départ qui sont le panafricanisme finalement. Oui, j'en parlais avec Lamine Amal Khoja hier, justement, de cette question d'altérité. Et je me disais que, je ne sais pas, je me trompe peut-être, et avec toi aussi, hier, en voiture, et je me disais que la question de l'altérité, finalement, elle est beaucoup plus compliquée pour moi, par exemple, que pour toi. Parce que moi, l'altérité, elle me concerne, je veux dire, elle concerne mon identité aussi, puisque je suis aussi, d'une certaine manière, étranger à moi-même. Enfin, en tout cas, historiquement, il nous est arrivé ce truc-là, quoi. Je ne sais pas si c'est un drame. Enfin, dans l'histoire, on a été dépossédé un peu de sa souveraineté, de la possibilité de développer, de se représenter soi-même, etc. Puisqu'on on a été dominé, on a parlé pour nous, en notre nom, on a pensé qu'on n'était pas civilisé, qu'il fallait, etc. Et du coup, moi, j'ai grandi juste après l'indépendance et je suis aussi dans cette problématique-là. C'est-à-dire, je me vois moi-même en tant qu'arabe, étranger ou africain, étranger à moi-même, du fait même de l'adhésion à cette culture qui est autre, d'une certaine manière, qui est un enrichissement aussi, attention, c'est pas... donc l'altérité, elle se pose aussi, a fortiori, avec le cinéma africain, qui est un cinéma autre. Il est peut-être encore plus autre que... Enfin, il est autre de façon beaucoup plus compliquée qu'il ne l'est pour toi, qui est français, et puis tu vas vers un cinéma qui n'est pas français, qui est africain. Moi, je vais vers un cinéma qui est le mien, mais qui en même temps n'est pas le mien, et que je considère comme étant étranger à moi. Moi, j'ai la complexité de la relation coloniale, toi, tu as la complexité de la relation africaine. Oui, mais ça, c'est vrai aussi par rapport à mon propre cinéma, même par rapport au cinéma algérien, au marocain, au tunisien, puisqu'il existe à peine. Puisque, tu vois, quand tu n'existes pas, tu es déjà un peu un autre, quoi, à explorer, à découvrir ou à développer. Donc il y a sachant que les choses évoluent beaucoup aujourd'hui. Je veux dire, il y a une structuration industrielle, notamment en Tunisie. Justement, c'est pour cela que je me sens, je vais dire, un peu plus à l'aise en ce moment. Un peu plus à l'aise malgré les crises qui continuent, etc. Et c'est pour cela que j'aimerais bien parler avec toi. Là, on va vraiment discuter de cinéma africain, parce qu'on parle de nous, là, beaucoup, même si c'est normal. De comment je vois ce cinéma africain, noir en particulier, mais on peut parler aussi du cinéma maghrébin. J'aimerais bien qu'on voit ces deux extraits. J'ai deux extraits de films. Enfin, j'ai pensé à ça. Enfin, j'en ai d'autres, on en parlera, mais on n'a pas le temps. Un extrait de l'épilogue de Yélène, 1987, Souleymane Cissé, film important s'il en est, mais oui, tout à fait. Très important, qui a marqué l'histoire. Qui était à Cannes, etc. Voilà, qui était à Cannes, etc. Et l'épilogue, on va voir l'épilogue, une partie de l'épilogue, c'est-à-dire vraiment la fin du film. Yélène, c'est-à-dire lumière, un film où il est question de lumière. Un film, on va dire, mythologique, un film mythique, à la fois mythique pour les critiques et un film mythologique au sens où vraiment il puise dans quelque chose qui serait la mythologie africaine. Et donc, une partie d'un court-métrage de Alain Gomis, Petite Lumière, juste le début de Petite Lumière. Je voudrais qu'on montre juste les deux dans cet ordre-là, Souleymane Cissé d'abord, et Petite Lumière. Il est question de lumière dans les deux films. Donc, lumière, ça me concerne, puisque on est... Qui correspond à deux périodes des cinémas. Deux périodes, donc 1987, 2003. Donc ça nous permet de discuter un peu de ça, de cette histoire-là, comment ça a évolué, etc. Et j'aimerais qu'on va voir ensemble ces deux extraits de lumière. Grande lumière, petite lumière, c'est une phase, si on peut dire.
Voilà. Explication. Voilà. Bon, évidemment, on ne peut pas faire l'histoire du cinéma comme ça. Bien sûr, bien c'est sûr. très, très long. Les deux films se répondent véritablement. Oui, j'ai choisi 2 extraits comme ça. Évidemment, il y a quelque chose d'un peu, un peu sommaire là-dedans, un peu réducteur aussi, hein, puisque 2 extraits comme ça. D'abord, les 2 extraits ne représentent pas les 2 films et ne représentent pas non plus 2 moments de l'histoire du cinéma. Mais je les ai choisis d'abord parce qu'il est question de lumière. Donc, évidemment, de cinéma, hein, évidemment. Pas seulement parce que c'est les frères Lumière, mais c'est parce que le cinéma, c'est une affaire de lumière et d'ombre, et de regard. Mais aussi parce que, voilà, on est à 2 moments. 2 moments quand même, 87, 2003, bon, ça couvre quand même une bonne période. Et 2 cinéastes, évidemment, importants. Majeur. Souleymane Cissé, cinéaste malien, mais qui est vraiment l'un des cinéastes les plus importants de l'histoire du cinéma, des cinémas d'Afrique, de son pays, mais du monde aussi. Et puis, j'ai choisi son film aussi le plus important, Hélène, et j'ai choisi l'épilogue, c'est-à-dire la fin du film. Et pour Alain Gomis, j'ai choisi donc un court-métrage, c'est pas un long-métrage, d'un cinéaste sénégalais, franco-sénégalais, c'est important aussi de dire ces choses-là, qui a fait entre autres Félicité, etc., qui est un cinéaste qui n'est pas au fait de sa gloire, mais qui est encore en carrière, on va dire. Carrière, alors que Souleymane Cissé, c'était vraiment le couronnement. Quoi. Hein, il essaye de continuer. Il essaie de continuer, mais on peut dire qu'Hélène, c'est vraiment le film. Et c'est pour dire quoi? Bon, alors, pour dire quoi? Pour dire que, effectivement, le cinéma est parti, on a bien vu dans Hélène, ce côté qui n'est pas récurrent, enfin qui n'existe pas dans tous les films, mais qui était important, ce côté cosmique. Hein, c'est un film cosmique, c'est un film atemporel, c'est un film qui n'est pas inscrit dans un moment précis de l'histoire de l'Afrique. C'est pas un film qui est inscrit dans la quotidienneté, c'est un film qui met en face à face le fils et le père, conflit on ne peut plus archaïque, où se joue non pas j'allais dire le complexe d'Oedipe, enfin il est un peu question de ça, mais très, tu vois, mais où se joue quelque chose de plus global, ça se voit dans le film, non seulement à travers la convocation du bestiaire, des figures du bestiaire, certaines figures importantes du bestiaire, l'une affectée au père, l'autre au fils, avec un face-à-face cosmique qui va transformer, non pas le rapport entre le père et le fils seulement, mais le monde entier, puisque c'est comme on vit une espèce d'apocalypse. C'est comme un apocalypse avec un écran un blanc, hein, fondu au blanc, complet, total. Le père il dit « Ah, j'ai perdu la vue, je ne vois plus. Hein. » Et puis, hop, on voit de nous, après, comme le début du monde, hein, avec une femme et son fils, qui est la femme du fils. Voilà, c'est des choses dont on a beaucoup parlé, l'œuf, qu'est-ce que ça représente, etc. Ces 2 œufs. Hein, et la transmission d'un effet du père à son fils. Voilà, donc il y a quelque chose de grandiose, quelque chose de cosmique, quelque chose d'archaïque, où se déploient des figures ancestrales, mais extrêmement importantes, une manière pour Souleymane Cissé de relire l'histoire de l'Afrique,
Là, on peut parler de Afrique avec A majuscule, parce qu'il est question de ça. Un peu comme on pourrait aujourd'hui, en Occident, je pense que c'est ça l'idée, parler de Gaïa, Ouranos, Chronos, Rhea, Zeus, etc. Comment le monde est né. Selon un récit fondateur. Voilà. Que Souleymane Cissé cherche à mettre en place, à mettre en scène. Un récit fondamental, puisé dans une mythologie propre, une culture propre, dans une volonté d'affirmer et d'asseoir une culture, mais proprement africaine à travers ce film-là. Bon. Et c'est vrai que, jusqu'à un certain point, il a réussi. Bon, on est dans les années 80, sous la dictature, évidemment, au Mali, face à un régime très, très autoritaire. Bon, alors, la comparaison qu'on faisait à l'époque, que les critiques en France et ailleurs faisaient, c'était avec Tarkovsky, qui, lui, face à un régime soviétique, totalitaire, etc., revenait aussi à des figures essentielles, il revenait au Moyen-Âge, enfin, etc., pour opposer à la fois au régime réducteur, niveleur, du soviétique, quelque chose de plus profond qui affirme la personnalité de la Russie devant le monde entier. Devant le monde entier. Et donc on a fait cette comparaison qui n'est pas raison, mais qui n'est pas non plus farfelue. Elle n'est pas farfelue, c'est vrai. C'était aussi la même époque. Ça, c'était une volonté. Je pense qu'il a incarné à ce moment-là, Souleymane Cissé, quelque chose qu'on voyait aussi chez d'autres cinéastes, mais d'une autre manière. Même ceux qui faisaient des films comme Sam Ben, Sam Ben, il a fait des films historiques, hein, il est revenu à des moments de l'histoire de l'Afrique, on le sait, mais importants pour effectivement raconter cette histoire-là, c'est-à-dire la raconter de façon africaine, authentique, pas coloniale. Voilà ce que nous sommes, voilà d'où nous venons. Et nous avons nos propres repères culturels, nous avons nos figures ancestrales, fondatrices de notre propre culture, et la capacité, à travers des artistes, des Aèdes d'aujourd'hui, nos griots modernes, cinéastes, de raconter nos Homères, voilà. Et c'était un peu, en gros, même le cinéma marocain, le cinéma algérien, les années de Braise, enfin tout ce cinéma un peu épique, héroïque, comme ça, qui, face au monde entier, et puis à Cannes, puisque, voilà, nous aussi, nous avons notre cinéma, et qui est capable de raconter aussi notre propre histoire à partir de ses propres... Donc il y a cette volonté qui est évidente. Et qui était un moment dans l'histoire qui était intéressant, mais qui était problématique, pour moi, aujourd'hui. Alors après, évidemment, il y a eu des choses, il y a eu après d'autres choses. Voilà. Bon, Djibril parce qu'il est en avance, mais on peut le mettre, si tu veux, dans une espèce de progression du cinéma, on peut le mettre après l'époque à laquelle il a vécu. Hein. Ensuite, il a eu Idrissa Ouedraogo, enfin, ce cinéma, etc. Ensuite, il a eu cette génération d'Abdelrahman Sissako, Haroun, enfin, tous ces gens-là, jusqu'à Alain Gomis, puis maintenant Mati Diop, etc., pour parler que de l'Afrique subsaharienne. Alors, pourquoi j'ai choisi le deuxième film? C'est justement pour dire que voilà un autre cinéaste qui ne vient pas du fin fond du Mali ou du Sénégal, il est franco-sénégalais, il est français, mais aussi africain. C'est intéressant ça, parce qu'on est, comme tu le disais tout à l'heure, à une époque effectivement où on ne va pas jouer l'Afrique contre le monde. On n'est plus là-dedans. Voilà. D'une part. D'autre part, on ne va plus parler au nom de la culture. Et tu as bien remarqué que là, dans le premier film, l'enfant, il vient après. Dans le film de Alain Gomis, l'enfant vient avant. C'était un pré-générique, ce qu'on a vu. L'autre, c'était l'épilogue. Et l'enfant, ce n'est pas un garçon, c'est une fille. Ça, c'est très intéressant et c'est très important par rapport, si tu veux, à la représentation, l'histoire de la représentation cinématographique des Afriques. Ensuite, toujours dans la question de la lumière, mais cette lumière-là, elle est d'abord problématique,
par rapport à cette fille, parce qu'elle ne sait pas si ça sort de... Je ne sais pas si tout le monde a vu ce film-là, parce que c'est une petite fille qui se demande si la lumière, elle sort de sa tête ou elle est dehors. Elle ne sait pas. Parce qu'elle ferme les yeux, elle fait ça souvent. Elle dit, ça sort de moi, de ma tête ou du monde. Donc il y a une réflexion aussi sur le monde. Elle regarde les étoiles d'ailleurs. Elle regarde les étoiles et même le monde, enfin, d'ailleurs il y a des vues aériennes comme ça. Il y a aussi une réflexion globale. Elle est évidente, même dans son questionnement. La première question, elle reçoit sa mère, elle la gronde, et lui dit, le monde, il vient d'où? Elle n'arrivait pas à lui répondre. Et le père, après, il a essayé de trouver une réponse. Donc il y a une réflexion dans ce film-là, sur le monde. D'où vient le monde? C'est une réflexion universelle. On est bien dans une réflexion qui n'est pas juste sénégalaise. Mais vue par une petite Sénégalaise qui est inscrite, mais dans la réalité, dans la quotidienneté la plus banale. Puisqu'il est dans sa chambre, il est dans un décor mais tout à fait contemporain, avec un frigidaire, et avec une lumière évidemment que nous identifions, banalement comme étant celle électrique, quoi, une lumière électrique, et qui pour elle a une autre signification. Et puis le film il va continuer jusqu'à la fin sans résoudre véritablement la question. Non. C'est pas réglé, c'est pas résolu, parce qu'elle ne sait pas trop, elle ferme les yeux, etc. Le film est une question. Voilà. Donc on est passé d'une réponse à une question, en fait. On est passé d'une réponse ampoulée, peut-être c'est pas le mot, mais ostentatoire, péremptoire, mythologique, grandiose, spectaculaire. Qui puise dans une cosmogonie, le et qui Como, puise dans une cosmogonie, qui correspond à l'initiation de vers une question petite, une petite question, mais bien importante, donc, qui n'empêche pas du tout la prise en compte de l'ampleur de la question, puisqu'il est question du monde, posée par une petite fille, par rapport à ce qui reste posé jusqu'à la fin. Et moi, je me dis qu'il y a là, quand on suit après film par film, etc., il n'y a pas de ligne, hein, l'histoire ne fonctionne jamais comme ça, mais nous avons tendance aussi, pour des raisons parfois professionnelles, aussi pour justifier un peu ce que nous sommes, pour dire qu'on est intelligent, etc. Tendances, hein. Parce que l'histoire, mais effectivement, il y a une histoire qui a beaucoup évolué, qui est partie d'une réflexion globale, épique, où le réalisateur il est complètement effacé, c'est un démiurge aussi, il y a un dieu aussi derrière cette cosmogonie qui est Souleymane Cissé, qui n'était qu'un projectionniste au départ, mais lui c'est vraiment le dieu, vers un cinéaste qui vraiment se fait, qui se parle au nom d'une petite fille, c'est une fille mais ordinaire, d'un milieu populaire d'ailleurs, et qui se pose une question, et qui pose la question du regard. Bon, ça me fait penser, tu sais, je pense qu'il y a dans sa tête, il y avait cette idée de Djibril Diop Mambéty, pour qui cette question, elle est aussi très très importante, puisque c'est lui qui a mis en crise le cinéma africain, au sens, puisque pour revenir à la question de crise, il a ouvert le cinéma africain sur quelque chose sur une espèce de, je ne sais pas si je peux utiliser ce mot, modernité, quelque chose, il a ouvert un champ incommensurable pour les cinématographies africaines, qui dit, quand il parle aux enfants, d'ailleurs souvent, il dit, vous savez, le cinéma, c'est quand on ferme les yeux. Il faut fermer les yeux. Il faut fermer les yeux pour voir. Et effectivement, il y a quelque chose, entre guillemets, non seulement critique, mais de négatif dans ce film. C'est un court-métrage où il est question de lumière, et c'est quand on ferme les yeux qu'on va regarder. Et je pense que, pour moi, c'est des signes. Je prends un exemple, il y a plein de films, hein, on peut prendre énormément de films, d'une grande prise de conscience, d'une génération de cinéastes africains, subsahariens et africains du Nord, qui se posent des questions non moins importantes que celles que se posaient les ancêtres, mais de façon plus humble, plus singulière, plus simple, inscrite dans la quotidienneté, dans la réalité la plus quotidienne. Et je pense que, moi, je me dis, quand je lis l'histoire du cinéma français, ou russe, ou américain, je ne dis pas que c'est la même chose, mais je vois
ce qu'on appelle, si tu veux, le grand récit vers les petits récits, enfin, je veux dire la postmodernité. Le passage de la modernité à la postmodernité, c'est ces trucs-là qu'on répète tout le temps, on passe des grands récits aux petites choses, puisque le cinéma d'aujourd'hui, c'est un cinéma évidemment de détails, de petites choses. Cette histoire-là, elle est racontée en Afrique par des cinéastes. Tout ça pour dire quoi? Et je finis. Pour dire qu'en fait, le problème, si problème il y a du cinéma africain, ce n'est pas les cinéastes, ce n'est pas l'acuité du regard des artistes. Le problème, s'il y a problème, c'est un problème de production, c'est un problème économique de développement, puisque avec si peu de films, avec si peu de cinéastes, avec si peu de moyens, parce que là on doit en parler, on n'en a pas parlé de l'économie, avec une économie mais là nulle, mais complètement par quelques pays où il y a des efforts, l'Égypte, le Maroc, l'Afrique du Sud, le Nigeria qui a une autre, etc. Eh bien, on a une histoire à raconter. Et le cinéma a raconté aussi une histoire effectivement importante de notre destin à travers des cinéastes. On peut multiplier les exemples. C'était juste pour dire ça, et qui, d'une certaine manière, fait que je ne me pose plus les questions que je me posais avant, quand je me disais « Ah, je parle que du cinéma français ». Je parle très facilement et avec beaucoup d'aise maintenant de Stanley Kubrick, ou je parle, je ne sais pas, de n'importe quel cinéaste étranger, et puis de Lamine Amar Khoja, ou de Alain Gomis, ou de Mati Diop, ou de je ne sais quel autre cinéma. Il y en a plein, hein, des cinéastes, des jeunes cinéastes, ou arabes, ou africains. Voilà. Sauf que il reste cette question qui nous concerne au premier plan, y compris nous critiques, c'est la question du développement du cinéma, de la culture, où il y a beaucoup encore à faire. Oui, moi, on va pas tarder à conclure. Hein. Moi, juste pour dire que par rapport à ce que tu viens d'énoncer un petit peu en rapprochant ces deux films, ce qui me semble très fort, que tu dis déjà, c'est la question de la place. C'est-à-dire que la place revendiquée par Alain Gomis, qui, de toute évidence, a Yélène en tête quand il fait Petite Lumière. Il ne peut pas ne pas avoir Yélène en tête. De toute façon, c'est un film trop important. Et il se situe dans une continuité. Hein. Mais cette continuité est effectivement en rupture, parce que la place qu'il revendique n'est plus du tout la même. C'est-à-dire que Souleymane Cissé... alors Souleymane Cissé, par rapport à Yélène, c'est amusant, parce qu'il y avait un interview au Cahier du cinéma, et où il disait tout le monde a adoré, mais personne n'a rien compris. Et quand il disait personne, c'était aussi bien les Occidentaux que les Africains. C'est-à-dire qu'il a puisé dans son initiation, le Komo, et ces deux forces du père et du fils. Le père refusant la transmission du savoir au fils, et donc ce savoir va se retrouver dans les œufs, etc. Mais le père et le fils disparaissent dans une sorte de position de pouvoir symbolique, comme tu disais, et en même temps dans une sorte de grand cataclysme qui fait qu'on passe la chose au fils à travers la femme. Donc la possibilité de la connaissance, le pouvoir de la connaissance. Chez Gomis, tout ça est écarté quelque part, on retourne aux questions fondamentales, et surtout, on n'a pas de réponse. C'est-à-dire, on ne dit pas « ma culture est supérieure » ou « ma culture est ceci, cela ». J'appartiens au monde. Et donc, je ne suis plus du tout un cinéaste africain, je suis un cinéaste, point final. Même s'il n'y a pas une essence du cinéaste, bien sûr, il revendique ses appartenances, mais il va dire je pose des questions qui se posent à tous, et j'intègre la technologie, le frigo, le truc, et en même temps, je n'ai pas de réponse à apporter, quoi. C'est le spectateur qui les fera, c'est-à-dire c'est cette liberté qu'on évoquait, et de savoir si le film, si la démarche du cinéma comme art critique nous permet de développer nous-mêmes une pensée, et non d'être guidés dans notre pensée, conditionnés par des pouvoirs qui sont très forts dans l'image. Donc on revient à cette question critique globale, et je crois que ce rapprochement est tout à fait parlant, parce que c'est ça le cinéma aujourd'hui. On a dépassé, donc on va s'arrêter là. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont regardés, merci à tous ceux qui nous ont accompagnés. Et puis, eh bien, le festival continue avec des projections, et demain, encore une conférence certainement passionnante avec Malek Kelloum,
sur la question donc, de la représentation. C'est toi qui anime d'ailleurs. D'accord. Oui, oui. Bah, voilà l'intitulé. Voilà. Il est dans le dépliant. C'est une mémoire de guerre entre silence et transmission d'une génération à l'autre. Voilà. Comme c'est surtout la guerre d'Algérie. C'est surtout la guerre d'Algérie. Oui. Mais ça, c'est à la médiathèque de Roussillon. Oui. Voilà. Et voilà, ce sera aussi à la suite du film que tu vas présenter cet après-midi, où il est le protagoniste principal, Mansoura, qui nous a séparés. Voilà. Super. Merci. Merci à tous. Merci à vous.